Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Boubé. Bonjour Frédéric, je suis ravie de te recevoir. Ben merci, moi aussi, je suis ravi de participer à ton podcast. Alors Frédéric, on a été collègues dans une ancienne vie Mhm. et tu es toujours consultant. Aujourd'hui, tu es associé chez Talisker, qui est un cabinet d'accompagnement des transformations, et il est aussi président de l'Institut de la sociodynamique, qui est une association créée au début des années 2010 pour faire vivre les travaux de Jean-Christian Fauvet, qui a été mon premier maître quand j'étais chez Bossard il y a 35 ans et plus. Donc, tu fais partie des gens qui l'ont connu, du coup. Je fais partie des gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. Ouais. Et effectivement, la sociodynamique fait partie des sujets sur lesquels on s'est retrouvés quand on Mhm. travaillait ensemble il y a 15 ans. Ben, c'est toi qui me l'as appris la première, hein, C'est la vrai. sociodynamique. Ouais, ouais, c'est pour ça. Je suis un de tes élèves par rapport à ça. Et je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour évoquer Chères Erreurs. Et j'ai pensé à toi parce que de tous les consultants que j'ai connus, tu étais probablement un de ceux qui étaient les plus ouverts et les plus détendus par rapport justement à la notion de faire des erreurs et pas en faire un drame. Ouais, bon, on en fait encore, hein. Euh, Oui, peut-être. Frédéric, ça fait un moment qu'on n'a pas bossé ensemble. Alors, Non. j'ai quelques bons souvenirs de tes super pouvoirs, mais celui que tu as envie de partager avec nos éditeurs et nos éditrices aujourd'hui, c'est Ouais. quoi? Oui, alors un super pouvoir, c'est pas moi qui me le suis trouvé, c'est mes collègues qui l'ont trouvé pour moi. Un de mes anciens collègues avait appelé ça l'intelligence spatiale. En fait, c'est la capacité à mettre en scène sur des séminaires, sur des ateliers, tout ce qui va faire que la réunion, le séminaire va bien se passer. Ça va de la disposition des tables, l'affichage au mur, le matériel qu'on va utiliser, les couleurs de post-it, qui sont un des classiques des consultants et des ateliers, les post-it, même à l'ère du numérique. Mais voilà, tout ce qui va permettre de faciliter l'expérience des participants et que ce soit fluide de bout en bout. Voilà. Cette Hmm. capacité, et parfois cette maniaquerie. C'est pas une maniaquerie, non, mais parfois ouais, ce côté perfectionniste, on va dire ça comme Ouais, ça. Il y a aussi des aspects de PNL, en fait, de visualisation. ouais, Un des aspects, moi, que je fais assez souvent, c'est dans une journée de travail, c'est de laisser des traces de toutes les séquences au mur. C'est ouais. d'utiliser pleinement les murs. Et comme ça, à la fin de la journée, en fait, les murs sont pleins de tout ce qui a été produit par les groupes. Et donc, du coup, on a une sensation d'achèvement. Enfin, en tout cas, on voit ce qu'on a fait ensemble et ça permet de faire des rebonds aussi, des liens entre ce qu'on a dit le matin, ce qu'on dit à l'arrivée. Il y a un aspect, on a produit des idées, mais on a aussi produit des choses tangibles, tracées. Et c'est un effet hyper positif dans ces temps collectifs. Donc, tu utilises l'espace, d'une part, pour créer l'expérience la plus fluide possible pour tes participants et aussi pour leur donner le sentiment du chemin parcouru et du travail accompli. Mm. Ouais, c'est ça. Et alors, tu fais partie des premiers lecteurs de Chères Erreurs et je suis curieuse de savoir quelle chronique tu as choisie et qui aurait fait écho à ta pratique. Alors moi, c'est la numéro 24. J'ai posé des questions auxquelles j'avais les réponses. Alors ça, c'est un souvenir très étrange parce que j'ai travaillé avec une avocate. Et cette avocate, c'était une femme dont le super pouvoir, c'était de tailler les parties adverses en pièces, que ce soit dans des négociations, que ce soit dans des plaidoiries, etc. Elle était absolument redoutable et impitoyable et d'une précision et d'une agressivité, etc. Enfin, elle était extrêmement forte dans son métier. Et ce qu'il y a, c'est que toute cette précision, tout ce niveau d'exigence absolument tyrannique qu'elle avait dans ses conclusions et dans ses négociations, elle l'amenait au bureau et ses équipes ne trouvaient pas ça de leur goût du tout. À tel point que l'associé en charge des RH de son cabinet lui avait dit, écoute, c'est plus possible, il faut que tu te fasses coacher parce que là, la réputation du cabinet est en jeu parce qu'on va pas pouvoir signer une transaction toutes les semaines. Bref, et donc elle a accepté ce coaching de très mauvaise grâce. Et pour cause, on lui demandait quand même de remettre en cause ce qui faisait sa réputation dans le métier. Et par ailleurs, tout ça pour des collaborateurs dont elle avait une assez piètre opinion. Bref, il lui a fallu du temps avant de se dire, bah, j'ai peut-être quelque chose à gagner à ça parce que si mes collaborateurs et mes collaboratrices partent pas du cabinet en claquant la porte toutes les semaines après un clash avec moi, peut-être que
j'en pourrais en tirer bénéfice. Et ce moment est arrivé et elle s'est mise à bosser très sérieusement. Et je voyais bien dans nos échanges que, fidèle à elle-même, elle ne me laissait rien passer. Si je reformulais quelque chose de travers, paf, je prenais une baigne. Si je posais une question un peu de travers, boum, je m'en prenais une autre, etc. Et donc j'étais en permanence sur le film, et d'une certaine manière, je trouvais que voilà, ces échanges qui étaient des échanges vraiment de boxe, quoi, hein. J'étais sur un Mhm. ring de boxe en permanence, m'obligeait à une rigueur, à une précision qui était très stimulante intellectuellement, en fait, hein. Et petit à petit, je me suis prise au jeu avec cette femme, et parallèlement au mouvement qu'elle a entamé, elle, où elle s'est dit, bah tiens, j'ai peut-être intérêt à bosser avec cette coach, moi, je me suis prise à trouver du plaisir à travailler avec cette femme, si impressionnante et si intimidante soit-elle. Et puis, quelques mois après qu'on ait démarré notre travail ensemble, et on commençait à avoir de très bons feedbacks et tout, donc c'était très encourageant. Un jour, on aborde un sujet sur lequel j'avais une opinion assez tranchée. Ça m'arrive d'avoir des opinions assez tranchées, Ah bon? même en tant que coach. Et justement, fidèle à ma posture de coach, je trouve une question et hop, je la balance sur mon ring de boxe en me disant, ah là là, je suis une vachement bonne coach. Je ne me suis pas laissé entraîner à donner mon point de vue. J'ai posé une question. Puis là, en face de moi, j'ai ma cliente qui ne prend pas du tout. Elle me dit, je ne comprends pas votre question. Alors, je reformule ma question. Elle me dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Mais et donc là, j'étais en train de me dire, oh là là, mais ma question est une question induite, c'est pas bien du tout, etc. Donc, je commençais à transpirer intérieurement. Et puis, et je tiens mordicus à trouver une question. Parce qu'en plus, derrière tout ça, je me disais, bon, bah, si je lui donne mon point de vue, elle va prendre ça pour un conseil et je vais me faire retoquer, ce qui était sans doute assez juste. Mais bon, je m'enferme dans mon truc, à essayer de trouver une question. Et au bout d'un moment, ma cliente explose. Et elle me dit, écoutez, Cécile, si vous avez un conseil à me donner, donnez-le moi franchement, mais arrêtez voilà, de poser des questions auxquelles vous avez les réponses. Je supporte pas d'être prise pour une imbécile. J'étais liquide, hein. Mhm. Liquide. Et surtout, je me disais, j'avais conscience que quelque chose était fragilisé dans la relation avec cette cliente-là. C'est-à-dire que si je reprenais pas la main très vite, j'allais la perdre. Parce que d'une certaine manière, j'avais perdu ma crédibilité à ses yeux. Et je me rappelle avoir passé une très, très, très mauvaise nuit. Et puis, au petit matin, j'ai piqué à Jacques-Antoine Malarevitch, une de ses réparties, et j'ai écrit un mail à ma cliente en lui disant, vous avez trouvé une des 9 façons de me mettre en échec. Je vous félicite. Il vous en reste 8 à trouver. Et une fois qu'on les aura trouvés, on trouvera ensemble la manière d'en évaluer l'efficacité. Et bon, j'envoie ça un peu tremblante. Et elle m'a rappelé dans la journée en s'excusant platement, en disant, oh là là, je me rends compte que je vous ai massacré, enfin, que je vous ai pulvérisé, ce qui est typiquement le sujet sur lequel on travaille en ce moment, etc. Je suis vraiment trop nulle, je suis désolée, etc. Elle s'est excusée. Mhm. J'ai réussi in extremis à reprendre la main que j'avais perdue en voulant à tout prix en rester dans une espèce de posture basse qui était factice. Parce que j'avais la réponse Mhm. à ma question. Il ne faut pas se cacher derrière mon petit doigt. Mhm. Elle l'avait parfaitement senti et elle s'était sentie manipulée par cette fausse posture basse qui était de maintenir la question. Et voilà. Et ça a été un sacré apprentissage parce que j'ai vraiment vu le moment où j'allais perdre ma cliente. Quel écho ça fait à ta pratique et à ta pratique de consultant alors? Ça fait écho, notamment le titre et peut-être aussi ce que tu racontais là sur la fragilité à un moment que tu as pu ressentir et la façon de reprendre la main, notamment sur ce côté posture haute, posture basse. Est-ce que j'ai les réponses aux questions que je suis en train de poser ou pas? Ça fait référence à une mission qu'on avait réalisée en plein Covid, qu'on avait obtenue de haute lutte face à de multiples cabinets de la place. Bref, on avait gagné en concurrence, on avait été choisi. C'était une mission dans une grande entreprise française qui démarrait par des ateliers qu'on avait qualifiés d'ateliers exploratoires. Et ces ateliers devaient permettre d'éclairer un certain nombre de questions en divergence pour ensuite pouvoir converger vers des ambitions et puis ensuite se mettre en action par rapport à ça. Ne connaissant pas ce client, l'équipe, en étant à distance, caméra éteinte pour eux, pour la plupart, des gens qu'on découvrait. Bon, on y est allé en découverte. Dans les premiers ateliers qu'on faisait en visio, et posture était de poser des questions totalement ouvertes. Et en face, ça réagissait pas. C'est-à-dire que les gens ne répondaient pas ou peu. En tout cas, ils n'arrivaient pas à se découvrir les uns les autres parce que
En fait, à travers nos questions, on montrait leurs propres divergences. Et même si c'était ça l'objectif, d'exprimer des avis différents, c'était pas vraiment leur culture. Et donc, du coup, ça nous a mis dans une difficulté au bout de deux, trois ateliers de nos donneurs d'ordre qui nous avaient soutenus pendant la phase d'appel d'offres. Ils sont revenus vers nous et nous dit, attendez, ça prend pas. Votre façon de faire, poser des questions dans cette logique de posture basse, en fait, ça prend pas. Il faut que vous montriez un peu plus d'expertise, en fait. Et donc, elles nous ont incité à passer en posture haute. Ce qu'on a fait pour les ateliers suivants, c'est-à-dire que même si c'était toujours exploratoire, on arrivait avec une sorte d'élément d'état de l'art c'était assez rapide. C'était une amorce en un, deux, trois slides qui expliquait un peu ce qui pouvait exister, ce qui pouvait exister chez eux, ce qui pouvait exister aussi ailleurs. Et là, il s'est produit un autre phénomène assez rigolo. C'est qu'en fait, quand on venait avec des idées du monde extérieur, on se faisait déchiqueter. C'est-à-dire que quand on arrivait en posture haute, c'est-à-dire en posture haute, sympathique quand même, mais en posture de voilà, je vous présente des choses, je parle et je vous cadre par rapport au sujet. Là, on se faisait déchiqueter parce que la matière était pas à propos, parce que eux étaient différents, parce que, enfin, pour tout un tas de raisons. Et donc ça, c'est ce truc-là de, je viens avec des questions. Et j'ai sincèrement pas les réponses. Des fois, c'est mal interprété. Et donc, du coup, cet équilibre, je viens en écoute ou je viens en proposition, c'est hyper difficile à jauger dans le métier de conseil. En tout cas, il faut savoir le juger très vite, dans les premiers temps, parce que sinon, la confiance, là, ce que tu as évoqué avec ta cliente, ça fragilise la relation que tu es en train de nouer. Et du coup, comprendre assez vite ce qu'attend ton client ou ce qu'attend l'entreprise de toi en tant que consultant. Est-ce qu'elle attend de toi un expert ou est-ce qu'elle attend de toi un accompagnateur? Ça faisait écho à ça. Ça fait écho aussi à une autre situation où, pareil, on peut avoir des questions. On n'a sincèrement pas les réponses, mais les gens en face ne nous croient pas. Et notamment Mhm. quand on accompagne des transformations, on fait des groupes de travail dans des logiques de participatives. On va faire participer un certain nombre de personnes de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de les faire réfléchir sur quel est leur avenir, quelle est l'organisation qu'ils souhaitent mettre en place. Et il n'y a pas de plan préconçu. Et ça, quand tu n'as pas les réponses, à l'origine, des fois, les gens ne te croient pas. Et ils attendent de toi, là aussi, que tu les questionnes pas, mais que tu leur donnes la réponse qu'ils imaginent que tu as. Et c'est ça, j'ai posé des questions dont j'avais les réponses. Ça renvoie à cette logique de est-ce que j'écoute ou est-ce que je tire ou est-ce que je pousse le sujet? Et qu'est-ce que tu as appris de ces expériences? Bah, c'est de comprendre enfin, qu'il faut être très rapidement au clair sur les enjeux de la personne que tu as en face de toi. Et faut être au clair de quelle est l'image qu'elle se fait du consultant. Qu'est-ce qu'elle achète? Est-ce qu'elle achète un expert qui va être assez directif, qui va lui cadrer dans un cadre assez ferme, qui va même faire les choses? Ou est-ce que tu as un client qui va acheter chez le consultant quelqu'un qui va faire accoucher ses idées qu'elle n'arrive pas à formuler, qui va embarquer les gens, donc avec une logique participative. Quelle est la posture qu'elle achète? Et ça, c'est rarement dit dans les appels d'offres. Donc c'est une question qu'on pose assez souvent maintenant. Et ouais, le choix de la posture, plutôt posture haute d'expert ou plutôt posture basse de maïeuticien, c'est pas seulement le choix du consultant ou le positionnement du cabinet, c'est aussi le choix du client et d'une certaine manière, le choix de posture, c'est Voilà. quelque chose qui se décide avec le client et pas d'un côté ou de l'autre. C'est Oui, ça? et ça, il faut le capter et plus c'est explicite, mieux c'est. Un autre exemple inverse, on organisait un séminaire avec un responsable et l'ensemble de son équipe. On devait réunir à peu près 20-25 personnes. Donc on est dans une phase d'ingénierie, préparation et tout ça. Et là, on joue notre rôle d'expert en transfo et on dit, bah, sur ce séminaire-là, ça n'a jamais été fait, il faut que tu invites ton chef. Il faut que ton chef soit présent. Donc on le joue posture d'expert par rapport à ça, il faut qu'il soit présent. En fait, la personne qu'on a en face de nous dit oui, on appelle son chef. Son chef répond oui, bien sûr qu'il sera là, qu'il sera présent. On raccroche. Et là, ce client nous dit là, j'apprécie pas qu'on me chie dans les bottes. Et en fait, il n'avait pas accepté qu'on puisse, enfin, que notre conseil, il avait interprété notre conseil d'inviter son supérieur comme une sorte de remise en cause de de son propre pouvoir ou de sa propre posture dans le séminaire. Nous, on y voyait un truc, c'est important qu'il y ait une puissance invitante, enfin, qu'il y ait une autorité qui vienne, qui fasse le cadrage, qui resitue les enjeux, enfin, qu'il y ait cette parole-là qui s'exprime face à l'ensemble des autres managers. Ça ne voulait pas dire qu'on le démonétisait lui. C'est simplement qu'on donnait un peu plus de puissance à l'événement. Et en fait, ça, il n'avait pas compris. Il aurait Mm. préféré qu'on soit dans les clous, dans son mode de pensée, et donc du coup d'être beaucoup plus à son écoute à lui, de ce qu'il voulait. Donc là, ça aussi, ça a été une position, la position d'équilibre. On a joué après pendant les semaines et les mois qui ont suivi, que je vais au front parce que je vais défendre mes convictions
Donc, j'ai des réponses et je vais lui amener les réponses et je vais pas lui amener les réponses sous forme de questions, mais je vais vraiment lui amener sous forme de conviction et de trajectoire d'action à mener. Ou est-ce que je fais émerger le truc un peu comme un coach, hein, je vais faire émerger la problématique, les solutions possibles, sa capacité à agir à lui, voilà, pour que ça lui donne le sentiment que ça vienne de lui. Il y avait ces deux stratégies qui se sont jouées tout au long en fonction des sujets. Ouais. Et ça, et donc là, tout se joue dans la relation avec la personne. Au fond, est-ce que tu es en train de dire que dans le métier du conseil, donc dans ton métier de Hein. consultant, le choix de posture haute et posture basse, c'est pas juste un choix de style de consultant, c'est vraiment quelque chose qui se calcule avec chaque interlocuteur et Ouais. à chaque nouveau sujet, à Hein. chaque nouveau point d'application, hein, puisque je parle à un Ouais, ouais, c'est sociodynamicien. ça. Ouais, mais même à chaque phase, c'est-à-dire, il y a des moments où on attend de toi en tant que consultant que tu sois une sorte d'oracle. Il y a des cabinets qui sont fondés sur ça, hein, sur le fait d'être les sachants d'un domaine, et ils sont achetés pour ça, pour montrer la vérité. Et puis, au contraire, il y en a d'autres qui sont là pour accompagner et faire émerger. Et ça se joue à plein de moments. Et Hmm. ça, il faut sentir cette dynamique-là. C'est quoi le niveau de maturité du client? Qu'est-ce qu'il est prêt à écouter? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il est dans le déni par rapport à un problème ou pas? Enfin, comment tu fais émerger ça? Donc, et là, je parle dans mon métier qui est celui de consultant en transformation avec une tonalité managériale. Quand on met en place des outils ou des logiciels ou des process, on est un peu moins confronté à cette situation-là parce que la logique d'expert s'exprime beaucoup plus, parce que, il y a un état de l'art, tu es plutôt dans l'application, là où la dimension posture basse, elle peut se jouer un peu plus. C'est dans l'appropriation du process que tu es en train de mettre en place. Et comment est-ce que ces apprentissages-là, toi, s'invitent dans ta pratique aujourd'hui et en particulier, tu vois, dans ta façon de former des jeunes consultants? Le métier de consultant, c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. Moi, j'ai Mm. pas commencé comme consultant. J'étais Ah, acheteur au départ. ah oui, et tu avais un point de vue très intéressant sur les Ouais, consultants? oui, j'étais acheteur de prestations. Il y avait une phrase, une citation. C'était un consultant te vole ta montre pour te vendre l'heure. C'était pas très élogieux comme définition. Quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, quand je suis devenu consultant, je me suis rendu compte que c'était pas ça, en fait. C'est pas voler les gens pour leur vendre des choses. C'est pas du tout ça. Quand on est là, quand on est appelé, c'est que, enfin, comme un coach, hein, c'est un client, c'est une entreprise, une organisation qui a un problème qu'elle ne sait pas résoudre tout seul. Donc, du coup, elle a besoin d'un tiers, et ce tiers, ça s'appelle un consultant, ça s'appelle un coach, ça s'appelle. Voilà. Et on achète nos services et nos prestations justement parce que les personnes en face ne savent pas le faire toutes seules, ne savent pas ou n'en ont pas le temps, l'énergie. Oui, donc pour revenir enfin, sur la formation des jeunes consultants, ça ne s'apprend pas à l'école. Et cette logique de posture haute, posture basse, il faut développer la capacité à capter les signaux. Il faut être attentif à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Moi, j'encourage les consultants à pas avoir leur filtre, c'est-à-dire à prendre les choses telles qu'elles sont pour apprendre l'équilibre posture haute, posture basse, ça passe par beaucoup d'écoute et très peu de filtres personnels. Il faut s'efforcer de gommer ses propres interprétations. Et donc, il faut être en capacité de capter les signaux. Un comportement, des mots, un champ lexical, des postures dans une réunion, des regards, enfin plein de choses qui sont de l'ordre du physique. Et ça, c'est encore plus difficile à distance aujourd'hui. Oui. Il y a aussi une autre dimension, il y a une dimension de confiance en soi. C'est-à-dire que pour jouer l'expert, c'est souvent chez les plus jeunes, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, quand on intervient, on n'était pas salarié dans l'entreprise dans laquelle on intervient. On n'était pas un membre de cette entreprise-là. Parfois, on n'a pas fait leur métier. Par contre, la valeur du consultant, c'est je sais par quel chemin t'emmener pour que tu te poses les bonnes questions, que tu prennes les décisions les meilleures pour toi, puis ensuite que tu puisses les mettre en application. Et en fait, on est des accompagnateurs de chemin, mais enfin voilà, c'est une expertise de process, c'est pas une expertise de contenu. Mm. Et ça aussi, c'est une distinction qu'on peut avoir, c'est qu'on a souvent des questions de process et pas de contenu. On essaye, à travers nos questions, de trouver le bon processus qui va faire grandir l'entreprise cliente. Mm. C'est pas le contenu qu'on interroge. Par contre, il faut être curieux du contenu, parce que si on n'est pas curieux du contenu de sa vie, des problématiques, de son business, de son métier, de ses activités, on ne trouvera pas la bonne réponse pour le faire avancer. Mm. Exactement comme tu viens de dire, le consultant, c'est quelqu'un qui va poser des questions de process et qui est un expert du process pour aider le client à prendre des décisions qui sont bonnes pour lui. Et ça, tu vois, cette définition-là,
je peux l'appliquer presque directement au coaching. Et je trouve que ce que tu dis sur être curieux du business, être curieux du contenu et des personnes qu'on rencontre, etc., ça permet de poser les bonnes questions de process. Et d'une certaine manière, connaître le secteur, connaître le contenu, connaître le business, ça permet quand même de savoir quel process il faut activer C'est ça. pour aller chercher Ouais. du résultat. Oui, oui. Mais enfin, il y a une valeur à l'expertise sectorielle ou voire même du métier, de la fonction Mm. du client qu'on accompagne et elle est clé justement pour répondre à cette attente du client qui attend une expertise, qui attend quelqu'un, qui attend une sorte de sparring partner sur le fond. Et ça, c'est important. Mais très souvent, on a la remarque des clients qui disent, oui, mais moi, je suis pas comme les autres. Chez nous, c'est pas comme ailleurs. C'est pas comme chez les concurrents. C'est pas comme chez d'autres. Voilà. Ça marche pas pareil chez nous. Ça, c'est un truc qu'on entend très souvent. Donc, du coup, ça t'oblige aussi, même si tu connais les choses, ça t'oblige à avoir une forme, enfin, une force d'adaptation. Donc, cette logique de posture basse pour justement être en écoute, adapter, rebondir, relancer, reformuler. L'expertise qui est attendue et qui est très souvent rachetée par les clients. Elle te sert non pas à imposer au client ta vision du monde, mais à poser les bonnes questions au client qui, de toute façon, revendiquera tôt ou tard son unicité par rapport à ses concurrents, par rapport à son secteur. C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, son unicité ou sa singularité. C'est pas une remise en cause de l'expertise, ce que je suis en Hmm. train de dire. C'est que c'est pas la posture basse typée coaching est meilleure que la posture. Mon point de vue, c'est qu'il faut les deux. Il faut savoir jouer dans les deux registres. Et c'est une capacité, ça. C'est une compétence de savoir jouer dans les deux registres. Parce que être trop en logique d'expertise, à un moment, peut se faire rejeter par le système, notamment quand on parle de transformation. C'est-à-dire qu'on Mhm. arrive avec des choses qu'on connaît et on veut être dans un mode d'imposition assez fort et ça peut générer des postures, bah, vous avez rien compris. Donc, si on reste trop figé dans cette posture haute, et puis si on reste trop en posture basse, en fait, on se demande, ok, mais il est là pourquoi, ce consultant? Ok, il est là, il m'écoute, il m'obéit, il fait ce que je lui dis, voilà. Et donc, la valeur du métier de conseil, c'est d'alterner dans ces deux dimensions. Ce qui est peut-être qui est interdit côté coaching, en fait, enfin, je sais pas quelles sont les règles, tu l'as précisé, Mhm. mais moi, ce que j'en comprends, c'est d'être quand même majoritairement posture basse et faire advenir les choses. Il y a une formule qui est très fréquente dans le coaching, c'est être en posture haute sur le cadre et en Hum, posture basse sur le contenu. Et sauf que le cadre, qu'est-ce que c'est le cadre? hum, Et c'est beaucoup justement le processus qu'on va utiliser pour hum, travailler ensemble. Et dans le processus, tu as les questions que tu poses, tu as les limites que tu mets à ton champ d'intervention. Il y a le ou les interlocuteurs qui rentrent dans la boucle ou qui n'y rentrent pas, le choix des lieux, le choix de la hum, durée des séances. Tu as tout ça et tu as la manière dont on va travailler ensemble. La définition du coaching, c'est aller chercher chez le client les ressources qu'il a hum. déjà en lui pour l'aider à résoudre Ouais, ses propres difficultés qu'il n'arrive pas à ouais, résoudre tout seul. ouais. C'est Ouais. ça qui peut-être qui différencie avec le conseil. En Mm. fait, quand un client achète du conseil, il achète une force extérieure. Il n'achète pas le fait qu'on vienne questionner chez lui des ressources. Alors il en a, hein, mais c'est pas premier. Des points, c'est je cherche ce que j'appelle expertise depuis le début Ouais. là. Ouais, ouais, Et ouais. Et donc, dans le conseil, si je te comprends bien, le client vient chercher une partie de ressources qui sont externes et c'est hum, assez accepté qu'une partie des ressources que le client va chercher chez le consultant soit externe. Alors que dans le coaching, les ressources, elles sont chez le client et que le coach est là pour l'aider à trouver des hum, ressources qui sont chez lui. Après ça, je pense que la question se pose en nuances et en une infinité de nuances des deux côtés. La question reste toujours ouverte et le dosage est toujours, c'est une recherche un petit peu inlassable. hum, Alors que d'une certaine manière, dans le coaching, je pense qu'il y a une tentation de fixer ce débat-là en disant la ressource, elle est toujours chez le client et le hum, coach doit être toujours en posture basse. Chez les clients, moi, mes 25 ans d'expérience me montrent que les attentes sont quand même beaucoup plus nuancées que ça. Et hum, ce que j'observe par ailleurs chez les praticiens, c'est que quelles que soient les déclarations d'intention officielles, la tentation de repasser en posture haute est hum. extrêmement fréquente et chez beaucoup de monde. Ce sont des nuances assez subtiles entre nos deux métiers, je trouve. C'est toute une question d'équilibre. Et pour terminer cette conversation, si tu avais une référence, un film, une musique, un bouquin pour illustrer notre conversation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, Frédéric? Alors en fait, j'ai deux références qui me viennent par rapport à notre discussion, deux films. Le premier, c'est Une histoire sans fin avec Bill Murray, où en fait, chaque journée est identique mais différente à la fois. Et en fait, il sait ce qui va se passer dans la journée et tout ça. Mais le point, c'est d'être attentif à ce qui va se passer. C'est-à-dire que s'il pose les bons actes,
au bon moment, qu'il fait lui ou qu'il fait faire, en fait, il va avoir une influence sur l'histoire. Donc, tu as beau connaître la suite, si tu es attentif à ce qui se passe autour de toi, bah, tu peux quand même influencer les choses. Mhm. Et le deuxième exemple, dans cette histoire de je connais les réponses aux questions que je pose, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, Oui. notamment avec la scène de Belmondo et Anconina, quand Belmondo coach Anconina. Alors, il y a souvent fait référence au t'es étonné, t'es surpris, enfin voilà, ah non, là, t'es étonné. Il faut pas avoir l'air Euh, étonné. faut pas avoir les retenus, il y a ça. Mais c'est surtout, enfin, si on revient à notre propos, il lui dit comment va réagir sa fille, son fils, son notaire. Il a déjà les réponses, il connaît déjà les réactions, mais l'histoire, c'est que tu as beau connaître les réponses, en fait, tu ne maîtrises pas les conséquences. Tu maîtrises pas les réactions qui vont se passer derrière, les Mhm. comportements des gens. Et donc ça aussi, c'était par rapport à ce qu'on s'est dit pendant tout cet épisode. C'était les deux films qui me rappellent ça. Merci Frédéric. J'ai pris un Merci. immense plaisir à cette conversation. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt!